Bonjour à tous, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, on est ensemble pour 45 minutes pour parler d'usage et d'innovation. Je vous propose dans un premier temps que nos intervenants se présentent et je vais commencer par moi-même. Donc, je suis Roland André, je suis directeur général de DocaPost Middle Market, donc pour les PME, et DocaPost étant une filiale du groupe La Poste. Et je suis là aujourd'hui en tant que membre du comité stratégique de Comédia. Kevin. Bonjour, Kevin Campos, 20 ans de grand groupe international en marketing stratégique, développement de produits et j'ai été en charge pendant 5 ans d'initier un lab interne à ce grand groupe qui a accompagné sa transformation digitale et depuis quelques semaines maintenant à mon compte pour reproduire le modèle et accompagner les entreprises dans ce domaine-là. Bonjour à tous, Guillaume Fouettillou, je suis le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Linkfluence, dont on parlera un peu plus tard, et j'en suis aussi le Chief Evangelist, et par ailleurs je suis professeur associé à Sciences Po, voilà, et effectivement c'est un sujet, la question des usages est au centre du métier de Linkfluence, donc je pense qu'on va avoir des choses à raconter. Bon, tu m'as piqué moi aussi, je suis Chief Evangelist Officer. Et personne C'est ne à le la dit mode en jamais. ce moment. Ouais, ouais. Et en fait, ouais, sur les usages, on a notre mot à dire, puisqu'on a inventé quelque chose de simple. Donc, je suis le cofondateur de BuzzCard. BuzzCard avec un seul Z, ça s'entend pas. Et c'est juste une carte de visite digitale, c'est un peu plus que cela. Et malheureusement, sur les usages, convaincre des gens qui utilisent des cartes de visite depuis des années et des années, de changer un petit peu, un tout petit peu de manière de faire, c'est compliqué. Alors bonjour, je m'appelle Denis Decoster, je suis donc chez Adobe depuis une quinzaine d'années maintenant et je suis responsable de la commercialisation de tout ce qui est application mobile chez Adobe. Et donc mon enjeu c'est d'accompagner les entreprises, les grandes entreprises dans leur transformation digitale. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Nos intervenants, bien sûr, moi je suis là juste pour poser les questions et pour rebondir. Donc c'est eux qui vont vous parler de cette problématique des usages et on laissera à la fin un petit quart d'heure pour des questions que j'espère vous aurez nombreuses. Alors juste pour poser un peu l'introduction, quand Dominique m'a demandé d'animer l'atelier usage et innovation dans ce monde-là, je me suis dit... mais les usages, il n'y a rien de nouveau, quoi. Moi, je me rappelle de mes cours, alors bien sûr, les jeunes, ils ne savent pas ce que c'est, de marketing des années 70, où on nous disait, quand vous vendez une perceuse, ne vendez pas la mèche, parce que le client, il achète le trou. Donc, on était déjà dans les usages. Et finalement, c'est vrai qu'au cours des années, on est plutôt passé des usages aux produits, et peut-être que le digital a apporté quelque chose de neuf là-dessus, c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Donc, je vais commencer par Kevin, et je vais lui poser une question toute simple. Pourquoi les usages, aujourd'hui, c'est vraiment essentiel dans un processus d'innovation digitale? Ben, no pain, no gain. Et en fait, on gagne de l'argent qu'à partir du moment où on répond à une vraie problématique. Et on y a répondu de telle manière que les gens sont prêts à payer pour ça. Et alors, quand une entreprise industrielle, dont c'est le métier depuis 50 ans de faire du développement de produits, avec ses process, ses habitudes, se retrouve confrontée à cette question, mais qu'est-ce qu'on va faire? Quel service on va proposer? On en vient en fait à se remettre face à la réalité qui est, ben, j'ai des utilisateurs, et ces utilisateurs, quel service je vais pouvoir leur apporter? Et pour leur apporter des services, ça veut dire qu'il faut que je résolve un problème qu'ils ont. Et c'est là où l'histoire commence et où on s'aperçoit que ben, les entreprises sont bourrées de chefs de produits, et ça porte bien son nom. Il est chef de son produit. Il est persuadé de connaître son produit par cœur, ses usages par cœur, ses utilisateurs par cœur. Et quand on commence à lui poser des vraies questions sur l'usage effectif de ces appareils par ses utilisateurs, c'est là qu'on découvre qu'il n'y a pas beaucoup de fondements, si ce n'est l'expérience acquise avec le temps, les retours qu'on a des vendeurs, des distributeurs, parfois de quelques clients, le service conso. Mais dans la réalité des faits, on a en général assez peu de fondements qui soient vraiment fiables. Et le fait de se lancer dans une démarche comme celle-là, de manière complètement néophyte et en devant intégrer des technologies qu'on ne maîtrise pas, des potentialités qu'on n'a jamais utilisées jusqu'alors chez un industriel, amène effectivement à reprendre les basiques des basiques et à commencer par usage, problème, pain points.
et quelles sont les solutions que je vais savoir apporter à ces pain points de manière compréhensible par l'utilisateur. Et ça explique entre autres le développement de sociétés comme toi. Hein. Et on a d'ailleurs été amenés à travailler ensemble parce que le seul moyen de comprendre mes utilisateurs et ce dont ils pourraient avoir besoin, c'est en se tournant vers des gens comme vous qui savez comprendre, ou en tout cas détecter ce que sont les usages sur le web, via le web. Donc la transition est toute faite. On avait répété. C'était pas préparé, mais voilà. Donc on comprend bien que, surtout, donc l'expérience que vous avez, c'est dans le monde industriel, et c'est pas vrai que dans le monde industriel. Industriel grand public. Voilà. Ouais. C'est vrai aussi dans le monde des services, et y compris B2B, où on parle beaucoup de produits. Ça, c'est clair. Depuis, je rencontre des dizaines de grandes sociétés très installées qui disent maîtriser leur sujet et qui, dès qu'on commence à poser la question de savoir mais quel est l'usage que font les utilisateurs, est-ce que vous pouvez être capable de me dire comment les gens utilisent votre produit, votre service, quelle est la valeur ajoutée de votre service par rapport à leurs contraintes de tous les jours, très vite, on s'aperçoit que de la limite de la compréhension des usages. Or, c'est clé. Ça commence vraiment par là. Alors, Guillaume, donc du coup, parce que tu es le sauveur de... donc, on aimerait bien. Celui qui va nous mener sur le chemin des usages. Nous, en fait, on vient d'un univers qui est initialement qui était assez éloigné de ces problématiques-là. En tant que chercheur, en tant qu'académique, en tant qu'académique initialement, on travaillait sur des questions qui pouvaient paraître un peu ésotériques ou un peu fumeuses de cartographie du web. Il se trouve en fait que la révolution qu'on est en train de vivre de celle du digital est avant tout une révolution mémorielle, une révolution de production de traces. On parle beaucoup du temps réel. On parle beaucoup de la capacité d'interagir avec les marques, d'interagir entre nous, des nouveaux moyens de communication, du web comme un média, de ce nouvel espace qui nous permet d'être ubiquitaire, d'être multifacette, d'être multiconnecté, d'être à chaque instant en connexion avec quiconque, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Bon. On parle tout le temps de cette partie-là et on oublie souvent la deuxième face du web, qui est le web est un miroir aussi. Le web est un miroir de nos sociétés et surtout un miroir qui garde trace. Donc il y a une mémoire. Le web était inutilisable avant les moteurs de recherche. On ne reviendra pas d'ailleurs avant, pas tous les moteurs de recherche, c'est-à-dire qu'il est resté inutilisable malgré les premiers moteurs de recherche. Il est devenu utilisable avec Google. On s'en souvient pas, ou on s'en souvient un peu, mais rappelez-vous le temps que vous perdiez sur AltaVista à essayer de trouver ne serait-ce qu'une recette de tarte aux pommes pour trouver finalement une infinité d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec la recette de tarte aux pommes et qui étaient le résultat des tentatives de tromperie faites par les gens qui voulaient vous vendre plein d'autres choses que des tartes aux pommes plutôt que, et donc fausser les résultats d'AltaVista. Enfin bon, tout ça pour dire que la mémoire, aujourd'hui, cette mémoire du web, elle est fondamentale. Et nous, en fait, ce qu'on a essayé de faire chez Linkfluence et ce qui a présidé à la création de cette entreprise, c'est de se dire les traces qui sont produites quotidiennement par l'ensemble des usagers, des internautes, par l'intermédiaire, alors ça c'était en 2006, mais de billets de blog, de commentaires, de messages de forum, toutes ces traces aujourd'hui ont une valeur inestimable. Cette valeur inestimable, elle est inestimée d'ailleurs, et elle est totalement sous-exploitée. Et on ne l'envisage que dans la capacité du web comme média, c'est-à-dire dans la capacité de prendre la parole. Je suis une marque, je me fais attaquer, il faut que mes RP apportent une contre-réponse, ou mon service, ma communication corporate, ça c'était 2005-2006. Vous savez, on entend des bad buzz à longueur de journée. Telle marque a été victime d'un bad buzz. Il y a un blogueur qui a dit du mal d'elle. Bon, personne ne l'a lu, c'est au fin fond du web, on a fait un communiqué de presse, on s'est pris un effet Streisand dans la figure, parce qu'on a créé le bad buzz au final en voulant répondre à quelque chose que personne n'avait entendu, mais enfin bon, passons. Donc on ne voulait que communiquer. Et par contre, on n'écoutait pas suffisamment ces prises de parole, non pas dans leur fonction conversationnelle temps réel, mais tout simplement dans leur fonction d'expérience partagée, de traces laissées. En 2006, c'était vrai pour des billets de blog, pour des commentaires, pour des messages de forum. En 2015, où c'est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, c'est le simple clic est devenu le message. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez produire des traces. Vous n'avez plus besoin d'ouvrir un blog, de maîtriser le HTML, d'ouvrir un site perso, de produire des articles longs. Il vous suffit juste de prendre votre mobile, d'aller sur Twitter, de retweeter par un simple clic ou par un simple pouce un message, et vous avez produit une trace. De liker un contenu sur Facebook, et vous avez produit une trace.
de liker un contenu sur YouTube, de regarder une vidéo sur YouTube, parce que vous allez incrémenter de 1 le compteur des vues. Donc vous produisez une trace. Et toutes ces traces, elles sont accessibles, elles sont calculables, elles sont archivables, et elles sont à la libre disposition aujourd'hui d'acteurs comme nous, parce que ce sont des messages qui sont produits par les consommateurs. Ce qu'on fait chez Linkfluence, c'est simplement capter la totalité de ces traces, plus de 120 millions par jour aujourd'hui pour nos pas de 300 clients, mais quand on en aura 500 ou 600 dans pas très longtemps, ce sera 200, 250 millions, 300 millions par jour qui seront entièrement archivés, et de les analyser. De les analyser pour savoir ce qu'elles nous disent des consommateurs, ce qu'elles nous disent de leurs pratiques, de leurs usages. Et la révolution que ça implique au niveau des grands groupes aujourd'hui, qui sont nos clients, c'est que ça les... Deux choses. Premièrement, ça les fait passer d'une approche de l'entreprise design-driven à l'entreprise data-driven. C'est-à-dire que là où effectivement c'était le dessin EIN qui présidait à la destinée d'une entreprise avec des personnes au sommet qui avaient des intuitions fortes, eh bien elles ont toujours des intuitions, mais ces intuitions, elles leur mettent en input de plus en plus de data. Ce n'est pas seulement les données du web social, les data qui sont utilisées, on est dans une explosion des data, des big data, donc c'est beaucoup plus large aujourd'hui, mais les traces produites par le web social, 600 millions de tweets par jour, vous imaginez la quantité, sont une part conséquence de l'ensemble de ces traces-là. Donc cette transformation, elle passe du design-driven au data-driven. Et la seconde transformation, c'est une transformation dans la compréhension, enfin, d'une approche qui est une approche product-centric, qui était celle des marques initialement, je suis centré sur mon produit, vous en parliez juste avant, à une approche qui devient consumer-centric. Et donc, on ne va plus uniquement s'intéresser au consommateur dans ces moments, dans les points de contact qu'on a avec lui, dans ces moments d'interaction avec ses produits, avec sa marque, dans l'histoire que l'on a, qui est une histoire qu'on aimerait être dense, hein, même si on est une love brand, au final, quand même, on passe pas non plus 100% de notre temps avec notre iPhone. Enfin, j'ai peut-être pas pris le bon exemple, mais, mais on passe pas 100% de notre temps avec des marques, on passe une petite partie du temps. Si on est capable de basculer dans des approches qui sont customer-centric, le web social aujourd'hui permet d'approcher ça. Et d'approcher ça avec ça sera mon dernier point, avec une question qui est fondamentale, qui est une question qui se pose de plus en plus, c'est celle de la privacy, qui est celle de la protection des données personnelles, la protection de la vie privée. On est dans un modèle dans lequel, au final, on n'observe pas les personnes dans leur cuisine, on ne les espionne pas en tant que consommateur dans tous les moments de leur vie, on les observe et on tient compte des traces qu'ils ont bien voulu nous laisser. Donc, il y a un contrat tacite entre eux et nous qui consiste à dire, lorsque vous tweetez, vous savez que vous tweetez en public. Un tweet, c'est un média. Lorsque vous envoyez un message personnel sur Facebook, vous êtes dans l'espace privé. La première partie nous intéresse, et c'est notre responsabilité de la capter, de l'analyser, de l'agréger et de la partager avec les entreprises, avec nos clients qui ont besoin de s'appuyer dessus. La seconde partie ne nous intéresse pas et reste dans un espace qui est un espace privé. Bon, aujourd'hui, ce sont des sujets qui sont encore assez compliqués. Vous avez les dernières annonces de Facebook qui commencent à monétiser de façon très très précise les données justement agrégées, anonymisées. Alors bon, la frontière est compliquée, mais commence à apparaître. Nous, c'est vrai que chez Linkfluence, ça a toujours été une conviction forte de différencier ce qui est de l'ordre de la communication interpersonnelle et de l'espace privé, de ce qui est de l'ordre du public, et de considérer qu'aujourd'hui, en ne travaillant que sur de la donnée publique, sur ce que des gens ont voulu médiatiser, il y avait une valeur immense qui pouvait être exploitée, qui pouvait alimenter la transformation digitale des grands groupes, et qu'avant de s'intéresser à ce que font les gens en privé et de risquer beaucoup de choses en termes de réputation et d'image, eh bien, on pouvait déjà très fortement investir sur cette partie publique. Alors ça c'est un sujet qu'on n'abordera pas là, à moins que vous ayez une question après, sur lequel on pourrait faire un atelier et même plus. Et du coup, par rapport à tout ça, à tout ce que vous venez de nous expliquer, il faudra tout à l'heure, pour rendre à nos amis dans la salle, donner des exemples un peu de comment on arrive de la capture de toutes ces informations à rendre... pour les industriels ou pour les entreprises de services, quelque chose qui concrètement leur permette de faire évoluer leur offre, quoi. Hein, on en parlera juste après avec quelques exemples. Alors, Yoram, toi, donc, tu vas nous parler des usages, mais des usages qui concernent ce que tu as essayé de faire et surtout, je pense, de la difficulté, et tu es bien placé pour en parler, à modifier les usages et les habitudes. Ouais, en fait, moi, j'avais plus compris l'atelier sur la notion de
Innovation, certes, en général technologique, mais aussi elle peut l'être sur les usages. Et tout le monde comprend de plus en plus qu'effectivement, Facebook ne serait même pas une jeune entreprise innovante en France. Facebook n'a pas inventé des technos, elle a changé les comportements des gens. Et ce qu'on a inventé était très simple. On s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose qui touchait 100% des entreprises du monde, c'est qu'au moins une personne dans chaque entreprise a des cartes de visite. Et le fondement même du networking, c'est la première chose que l'on fait savoir de soi quand on est amené à parler de son business, tenez ma carte. Il se trouve que ça fait presque 2 siècles que la carte de visite est inchangée. C'est-à-dire qu'il y a quelques informations sur un bout de carton qu'on remet à quelqu'un. Donc à l'époque, au Moyen-Âge, c'était on mettait ça, on donnait ça à la servante et qui allait annoncer, puisqu'on ne pouvait pas s'appeler pour dire je passe tout à l'heure. Et donc les personnes, on savait qui recevait, le mercredi après-midi, qui recevait. Avec mon frère, il était question, donc il lui a 10 ans de plus que moi, donc moi je viens de l'univers du mobile, j'ai fait du conseil pendant 7-8 années. Et ensuite j'ai créé un jeu qui s'est tellement fait copier, donc pirater, donc j'ai pas gagné d'argent dessus, qu'il était hors de question que je replonge dans une entreprise qui soit piratable. Donc il fallait absolument trouver quelque chose qui soit en B2B, puisque les entreprises ne piratent pas. Et on n'avait pas assez d'argent pour être industriel. C'est un autre sujet, c'est un dont autre on sujet. pourrait faire un atelier. Mais enfin, c'est plus difficile. Disons moins. Et puis, l'ambition était simple, il veut dire qu'est-ce qui touche 100% des entreprises et qu'on peut réinventer avec nos expériences. Donc lui, il vient du print, mais côté SS2I dans l'univers de l'impression des documents dynamiques, avec des variables, et moi, je viens de l'univers du mobile. Et donc, très vite, on s'est dit, et si ces petits bouts de carton permettaient d'ouvrir, sans pour autant être totalement jetés, d'ouvrir vers du virtuel. Donc on a inventé une combinaison entre physique et virtuel. Donc on a démarré sur des cartes de visite papier, et le problème qu'on a eu là aussi dans les usages, c'est que, c'est ma faute, c'est que la presse, quand elle a découvert notre concept, s'est arrêtée aux 5% du concept, à savoir, waouh, Buzzcard, ils ont inventé la carte de visite qui se réactualise en permanence. Mais ça veut dire que tout le monde a cru, et probablement ceux qui connaissent Buzzcard, au moins de nom dans la salle, pensent que la techno a quelque chose à voir avec Buzzcard. C'est-à-dire que ça se présente comme une carte papier avec un QR code derrière. Le QR code renvoie ceux qui vont le scanner vers la carte digitale de l'individu. Donc plus d'espace pour s'exprimer avec sa photo. Il n'y a que les Américains qui ont le mauvais goût mais l'efficacité de mettre leur photo sur leur carte de visite. Ici, vous allez trouver des personnes dans l'immobilier qui vont le faire, mais les latins ne le font pas. Donc sur une carte digitale, oui, on peut mettre sa photo, on imprime mieux. Le fait est que sur cette carte de visite, il y a évidemment beaucoup d'infos, des liens, des actualités que je mets à jour. Mais je me fous complètement que la personne sache scanner, sache utiliser un QR code, comprenne que c'est un QR code. Je m'en fiche éperdument. Si je propose à la personne ma carte, ma Buzzcard, papier, à l'époque on avait démarré que sur le papier, c'est pour me permettre d'avoir la possibilité de faire mieux. Je vous laisse ma carte. Vous savez, si jamais vous scannez un jour, je sais très bien que l'autre ne saura pas scanner. De même qu'il sait lire et écrire, c'est pas pour autant qu'il va se précipiter en rentrant chez lui pour tout taper. Donc même s'il sait scanner, je ne m'attends pas à ce qu'il scanne. Et ça, c'est disruptif. Je vous donne ma carte et en plus, je vous l'envoie de manière électronique. C'est-à-dire que je vous donne ma carte, je vous dis, vous savez, si un jour vous scannez, vous allez tomber là-dessus. Et je monte sur mon téléphone ce vers quoi renvoie cette carte online avec un coup génial qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, c'est avec Schwarzenegger. Donc un article dans Les Échos, dans Le Parisien, qui dit que Schwarzenegger a offert sa Buzzcard à François Hollande, ça nous crédibilise tout de suite. Voilà. En 1 minute, on a fait passer le message, on n'est pas des rigolos, ça fait pas 1 an qu'on est dessus, ça fait 5 ans, on est solide, on a des gros clients, etc. Le point, c'est qu'en termes d'usage, voilà, les personnes ont cru que malheureusement, et c'est entièrement de ma faute, la presse et donc les premiers clients ont cru qu'il fallait, pour avoir des Buzzcards, que l'autre sache scanner. Donc les premiers clients étaient très déçus. Ils nous ont dit, c'est génial votre truc et tout, ça nous permet de marquer les esprits, de casser, de briser la glace, de montrer qu'on est moderne, qu'on n'est pas que digital, on n'est pas des petits geeks qui se la racontons. Vous avez une carte, vous êtes vraiment un bouffon, parce que moi j'en ai pas, moi je suis... Voilà. On pense que c'est important de garder un geste. Donc les gens ont compris ça, mais ils ont été déçus en disant, ce qui est dommage, c'est que les gens ne scannent pas tant que ça. Ben, évidemment qu'ils ne scannent pas. Et donc on a sorti ça après. On a étudié les usages de nos clients, et on a sorti la carte ultime. Et en fait, c'est celle-ci qui fait un carton. Et la carte ultime, c'est vraiment pour montrer
qu'on se fiche pas mal que l'autre sache scanner ou pas, j'ai plus qu'une carte. Alors, je dis pas qu'on va réduire à 0 le nombre de cartes papier. Quand on est en réunion et qu'on est 6, il faut bien que chacun donne une carte pour qu'on sache qui est en train de prendre la parole. Est-ce que c'est le boss qui parle? Est-ce que c'est l'assistant? Est-ce que c'est le directeur marketing? Donc, ces cas-là, on n'y coupera pas, il faudra des cartes papier. Pour tous les autres cas, là, 80% des cas, on s'échange des cartes de visite de manière bilatérale. Donc, au même titre que votre carte, que ta carte va m'emmerder, parce que je reçois plein de cartes et je ne sais pas quoi en faire, la mienne risque de t'emmerder. Et ma seule préoccupation en termes d'usage, c'est que je veux maximiser mes chances que l'autre enregistre mes coordonnées. J'ai gagné si, au moment de la rencontre, j'ai fait en sorte que l'autre personne enregistre tout de suite mon contact. Si je l'appelle, il y a mon nom qui va apparaître. S'il veut me joindre, il ne va pas chercher, il ne va pas appeler son assistante, il va pouvoir me joindre tout de suite. Donc on a dit, et si on faisait une carte en PVC, donc qui soit plus rigide que du papier, qui soit la carte ultime, la dernière qu'on a toujours sur soi dans son portefeuille, de sorte que plus personne ne se trouve jamais à court de cartes. Je fais l'effort si l'autre me donne, si vous me tendez une carte après une discussion de 5 minutes, moi je vous dis pas non, je suis trop moderne, moi aussi je sors ma carte, je vous dis moi j'en ai plus qu'une, je suis green, comme garçon, c'est ce qui a plu à Schwarzenegger évidemment. Tenez, vous n'avez qu'à scanner. Oh, vous savez pas, je vous l'envoie par mail. Et comme je vous l'envoie, je me permets de faire beaucoup plus que simplement maximiser mes chances que vous l'enregistriez, parce que vous recevez une V-card, donc le format le plus standard, le standard le plus international qui soit un nom avec une coordonnée, vous enregistrez, et je fais en sorte qu'en cas de mise à jour future de mes actualités ou de mes coordonnées, vous receviez un nouvel email. C'est ça Buzzcard. Et c'est ça qui est très difficile, on en parle en deuxième partie, de faire accepter à des entreprises qui ont l'habitude d'imprimer des cartes en disant on les donne, ce sera toujours ça de donner, on verra bien, et leur dire qu'en même temps qu'on révolutionne la carte de visite en la rendant digitale et en transformant mon interlocuteur en follower de mes mises à jour, on transforme aussi la signature mail. Quand je vous envoie un mail, vous pouvez cliquer en signature et tomber sur ma carte digitale. Mais ça veut dire aussi, donc tu nous l'expliqueras un peu tout à l'heure, que finalement, c'est pas parce qu'on digitalise quelque chose, globalement, qu'on est sûr que l'usage digital va correspondre à ce qu'attendent les... Et c'est vraiment le cœur du sujet. Évidemment. De ce qu'on doit parler cet après-midi. Alors, je vais continuer donc avec Denis, qui, toujours sur le même thème, un peu sur un premier tour de table. Donc, voilà, les usages et donc l'innovation digitale. Je crois que vous allez nous parler aussi pas mal de mobilité. Effectivement, c'est un peu mon fonds de commerce, donc je veux parler de la mobilité. Donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est en train de vivre, on voit une révolution, mais que même nous-mêmes, on n'avait pas toujours anticipé les directions que ça allait prendre. Et au départ, je vais vous parler d'un produit qui s'appelle DPS chez nous, pas forcément pour en faire la promo, mais juste pour le côté anecdotique de la chose. C'est un produit qu'on avait destiné au départ aux médias. L'idée, c'était d'aider, puisque c'est notre ADN, les médias et la com, l'idée, c'était d'aider les médias à faire leur transformation digitale. Donc on a mis au point toute cette série d'outils qui se basent sur des flux existants et qui permet grosso modo de construire des expériences sur tablette. Et l'idée, c'est de créer quelque chose de très immersif et engageant. Puis derrière, évidemment, l'idée, c'est d'exploiter le digital et d'exploiter toute l'analytique qui peut être derrière pour comprendre justement le comportement des utilisateurs. Donc un exemple que j'ai typiquement média, c'est avec Le Figaro Madame, qui est un de nos clients. Ils avaient donc produit plusieurs magazines sur base de cette techno. Avec les analytiques, on s'est rendu compte que l'édito n'était jamais lu. Où il y avait, c'était une portion congrue, c'était genre 8% des gens qui s'arrêtaient réellement pour lire l'édito. Maintenant, en termes de marque, si vous mettez à la place du Figaro, l'édito, c'est le seul endroit où la marque communique directement avec son lectorat. C'est un peu dommage, du coup, de perdre cette opportunité de discuter directement avec le lectorat. Ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a pris, on a exploité les technos de maintenant, on s'est dit tiens, on va essayer qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ça plus interactif. On s'est dit le média vidéo, ça marche pas mal, donc on va filmer la rédactrice en chef, Anne-Florence Smith, sur un fond vert avec un iPhone 5, comme ça on perdait pas trop d'argent, c'était un test. Et on s'est rendu compte que ce passage juste de changement de média a fait qu'on a plus de 85% des gens maintenant qui regardent cet édito d'un bout à l'autre. On s'est rendu compte que c'était devenu un rendez-vous, presque un one-to-one. On s'est rendu compte que le fait d'avoir une vidéo avec une personne, ça met un visage sur une marque. Et donc, du coup, ça crée une espèce d'intimité. Donc, ça, c'est la jeunesse de ce produit. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que
Bien sûr, Adobe est très fortement impliqué dans tout le digital marketing avec des rachats successifs de sociétés différentes qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une vraie plateforme pour le marketeur. Et on s'est dit, ce produit-là en entreprise, ça peut aussi faire des choses. Et on s'est rendu compte qu'avec une certaine conjonction de facteurs, le Bring Your Own Device, par exemple, donc c'est le fait que certaines entreprises maintenant permettent à leurs employés d'amener leur propre périphérique pour travailler, donc leur téléphone mobile, leur tablette, leur laptop. L'idée, c'était aussi de voir comment on pouvait s'intégrer là-dedans en s'affranchissant des contraintes de périphérique, justement, parce que c'est une des grosses problématiques quand on parle de mobilité, c'est de dire à qui on s'adresse, quel est le parc de machines qui doit recevoir mon contenu, et ensuite comment je développe mes applications pour accéder à l'ensemble de ces périphériques. Donc ça, cette techno permet de s'en passer. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est tous les usages qu'on en retire. Un produit qui est initialement lié pour la presse, qui a été fait pour la presse, aujourd'hui, les principales demandes que j'adresse, c'est les outils d'aide à la vente. Dans la majorité des entreprises, l'idée, c'est d'avoir de la documentation toujours à jour. L'idée, c'est de comprendre au travers des analytiques ce que les commerciaux font, qu'est-ce qu'ils partagent comme document avec leurs clients, qu'est-ce qu'ils montrent comme produit. Ça permet aussi, du coup, comme on voit la manière dont les commerciaux interagissent avec les contenus, de se dire, tiens, dans ma force commerciale, j'ai 5-6 personnes qui ne sortent pas de leur zone de confort et qui ne vont pas sur les nouveaux produits. Donc pour cela, je vais leur adresser un plan de formation spécifique qui va leur permettre d'être à nouveau up-to-date sur ces produits. Donc après, il y a plein d'usages comme ça. Il y a tout ce qui est communication en B2B, B2C. Je pense, on parlait d'industriels tout à l'heure qui évoluent. Je travaille avec des gens comme Schneider, comme Legrand, en manufacturing. Ces gens-là, ils ont des vrais enjeux aussi qui sont simplement de positionnement de marque. Au départ, ce sont des gens qui construisent des disjoncteurs et des prises de courant. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont très impliqués dans les économies d'énergie, dans la domotique, dans le confort de l'habitation, dans toutes ces nouvelles technos, dans le pilotage de la maison par les différents périphériques. Et le problème qu'ils ont, ces gens-là, c'est tout simplement qu'ils ont des prescripteurs à qui il faut adresser les contenus pour apporter ça à leur connaissance, donc les bureaux d'architecture, les ingénieurs conseils, etc., donc les prescripteurs. Et puis, pour que ça marche, il faut que ce soit correctement placé. Donc là, en B2B, vous adressez à toute la population, des gens qui ont l'habitude de placer le matériel électrique. Et là, l'idée, c'est de leur donner des outils et des contenus qui vont leur permettre de facilement comprendre et de s'assurer que ce soit bien posé. Donc du coup, un rapport de satisfaction à la marque, quelque part, ultérieur par rapport au consommateur final. Donc voilà. Du coup, dans ce que vous venez de dire, il y a deux choses, et pour entamer un peu la deuxième partie en donnant des exemples un peu concrets de vos expériences à chacun d'entre vous par rapport à cette problématique, c'est que finalement, ce qu'on dit là, le premier point, c'est en travaillant sur les usages, on en arrive dans les entreprises à changer les modèles économiques. D'ailleurs, il vaut mieux espérer que ce soit l'entreprise qui le fasse elle-même plutôt que d'autres. On en connaît un certain nombre. Je ne vais pas vous faire de vous citer Uber, Blablacar, Airbnb, etc. etc. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand on parle que les entreprises commencent un peu à laisser les salariés venir avec leurs propres outils, je pense que c'est un point que j'aimerais aussi que vous souligniez ou que vous apportiez un peu d'éclairage. C'est que quand on parle d'innovation autour des usages, on parle beaucoup des clients, mais il est important aussi de voir ce que ça donne en interne auprès des salariés. Parce que une des dernières études européennes montre qu'en France, on vit un vrai paradoxe. C'est que en tant que particulier, donc en tant que client et salarié, on est quand même très numérique. Et les entreprises sont de très très loin, au global, je ne parle pas ici parce qu'il y a beaucoup de startups, mais très très loin de leur transformation numérique. Donc bien sûr, il y a les clients dans les usages, mais il y a aussi les salariés. Donc voilà, au travers des exemples que vous allez illustrer, merci de pouvoir un peu soit challenger ce que je viens de dire, soit apporter un peu d'eau à ce moulin-là. Kevin, tu commences avec l'expérience industrielle. Je vais donner quelques exemples. Je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit avant parce que j'ai entendu deux exemples où typiquement j'ai plus entendu. On essaye de faire changer les usages alors que la question elle est plutôt de savoir quels sont les usages qui sont en place et auxquels on veut s'adapter. C'est ça la question. Et ce qu'on oublie complètement, dès qu'on a une technologie ou dès qu'on a une bonne idée en tête, on essaye de la plaquer sur des gens en se disant mais c'est tellement génial mon idée, ils vont tous l'adopter. C'est pas possible, on ne peut pas passer à côté et ça marche pas. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de Airbnb, je lisais un article encore ce matin sur Airbnb, ils ont passé 2 ans, 2 jours par semaine chez leurs utilisateurs. Ils étaient chez eux.
Il les regardait faire, il les écoutait. Et c'est pour ça qu'ils ont une valeur d'usage, parce qu'ils se sont adaptés. C'est à l'entreprise de s'adapter à ses utilisateurs dont les comportements évoluent du fait des possibilités technologiques. Donc la première chose qui nous a permis de sortir par le haut, c'est déjà de nous dire qu'on ne savait pas. Arrêter de savoir. De faire appel à des gens qui sont capables de nous aider de savoir. Et donc, je pense que les deux meilleures recrues que j'ai eu à faire, c'est d'embaucher un anthropologue, ce qui était absolument incompréhensible dans une entreprise industrielle installée depuis 50 ans, parce que ça fait 50 ans qu'on vend nos produits, on est leader mondial, on n'en connaît rien. Non, on ne connaît rien. On ne connaît pas nos utilisateurs pour de vrai. Et donc, un anthropologue qui nous a totalement cassé tous nos fantasmes et qui nous a remis en face de la réalité tous les jours. En disant, mais arrêtez, vos produits, regardez, ils ne les utilisent pas comme vous voudriez qu'ils les utilisent, ils les utilisent comme ça. Et là, il y a un problème. Écoutez-le. Et la deuxième chose, c'est d'engager d'envisager le design et d'embaucher pour ça quelqu'un qui était une experte en user experience, donc le design à l'anglaise, qui est le vrai terme du design, qui est la conception globale. On ne réfléchit pas à faire du style ou à assembler des technologies entre elles, on réfléchit à construire une expérience d'usage, et donc à concevoir une expérience qui se traduit après dans une histoire que tout le monde est capable de comprendre et d'acheter. Et si les gens ne sont pas capables de la comprendre et de l'acheter, à ce moment-là, ça ne sert à rien de s'épuiser. Et pour ce faire, donc anthropologue, user experience, et puis à côté, le dernier point, c'est du travail collaboratif. Il faut accepter de mettre ensemble des gens qui n'ont pas l'habitude de se parler ou qui ont plutôt tendance à s'enchaîner dans la conception de produits, de les mettre ensemble dès l'origine du projet pour qu'ils partagent la même compréhension des usages et de la manière dont on pourrait y répondre au mieux avec la légitimité qu'a l'entreprise, son savoir-faire, etc. Et tous ensemble, apporter chacun sa contribution au projet parce que, objectivement, on est moins cons à plusieurs, quoi. Et toutes les bonnes idées peuvent venir d'en bas. Elles sont encore plus réalistes et vraies. Et donc, pour cela, parfois, c'est très bon d'organiser, pour accompagner cette démarche. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est obligé à aller chez les utilisateurs. C'est tout bête. Ou alors, on a utilisé des techniques qui ont été faites. Il y a eu des choses très expérimentales et très intelligentes de fait. Par exemple, il y a une dizaine d'années, il y a des gens qui ont placé des caméras dans les cuisines pendant 3 semaines. C'est un contenu qui a une valeur extraordinaire. C'était avant que tout existe sur le web. On allait poser des caméras chez les gens et on les regardait vivre. Et à partir de là, on est vraiment dans l'usage pour de vrai. Et on est capable de typologiser, de voir les différents types de comportements, où sont les pain points. Et en fait, on s'aperçoit que d'une typologie à l'autre, en général, on partage tous à peu près les mêmes problèmes. Et sauf qu'après, la question, elle est comment est-ce que l'organisation et l'entreprise se met en condition d'y répondre mieux que les autres ne l'ont fait. Je peux réagir à ça ? Ouais. Sur cette question de mettre des caméras dans les cuisines, c'est un point que je trouve fascinant, effectivement, et vous avez fait venir des anthropologues. Ça aussi, c'est un point fascinant, parce que je parlais tout à l'heure du passage du product-centric au customer-centric. On remet le consommateur au centre. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que lorsqu'on mettait, il y a 10 ans, encore aujourd'hui, ou 20 ans, des caméras dans des cuisines, on pouvait en mettre quoi ? 10, 20, 30 ? 30. Bon. 30. C'est déjà pas mal. Je pense que si vous en mettez beaucoup plus, vous risquez... Ça fait beaucoup de dérochage après. C'est ça. Ça fait beaucoup de dérochage et puis ça peut aussi faire quelques... Et puis il faut des experts pour pouvoir analyser ensuite. Exactement. Voilà. Donc 30. Okay. Aujourd'hui, il y a plus de 100 millions d'images qui sont postées par jour sur Instagram. Et là-dedans, je peux vous assurer qu'il y a des centaines de milliers d'images qui sont des gens qui se prennent en photo dans leur cuisine. On leur a rien demandé, et ils se prennent en photo dans leur cuisine. Et vous étiez chez Seb. Nous, on travaille sur quoi en ce moment chez Linkfluence ? On travaille sur la question des reconnaissances de logos dans les images, pour être capable de se mettre à l'heure de ce visual web. Cette explosion du visual web qui était, je disais, aujourd'hui, the click is the message. Le message, c'est plus... le message, c'est devenu le simple clic, que ce soit le clic que je vous disais sur le like, sur le clic sur le déclencheur de votre Instagram, qui est en fait pas un déclencheur, parce qu'il n'y a pas de déclencheur là-dessus, mais bon, vous avez l'impression que vous cliquez sur un déclencheur pour prendre une photo. Et ça vous permet de faire des messages. Et aujourd'hui, on est capable de ces messages sur Instagram qui sont de la donnée publique, donc les gens veulent se mettre en scène, c'est l'individualisme démonstratif du XXIe siècle, c'est on se montre, eh bien, on est capable d'aller repérer les logos. Et les logos Seb, mais ce sur quoi on travaille, c'est beaucoup plus large.
C'est travailler de reconnaître des catégories de produits. Donc maintenant, imaginez, on était à 30 caméras dans une cuisine il y a 10 ans sur 30 personnes, et aujourd'hui, on est capable de dire, sur 100 millions de photos prises par jour sur Instagram, sors-moi tous les mixeurs. Dès qu'il y a un mixeur quelque part, je veux que tu me sortes la photo. Et peu importe qu'il soit chez Seb, il peut être de n'importe quel concurrent, peu importe, je veux juste des mixeurs. Et bien là, je vais avoir une diversité d'usages, une masse qui fait qu'on touche, et moi c'est un terme que j'aime beaucoup, qui est peu utilisé, mais qui est utilisé par les Américains, plus dans la recherche académique, à la Digital Mass Anthropology, de l'anthropologie digitale de masse. Donc on rassemble le côté anthropologique, qui est que sur 20 personnes, avec la massification. On relie le quantitatif au qualitatif. On fait du quanti qualifié ou du quali quantifié. Et là, les sciences sociales, les sciences humaines et le marketing sont totalement révolutionnés, parce que là où avant, on faisait soit d'un côté des quantis en appelant 1000 personnes représentatives, plutôt bien représentatives, sauf qu'on les appelle au téléphone pour leur demander de répondre à des questions qu'ils ne se seraient jamais posées si on ne les a pas posées. Ou alors qu'on faisait venir des gens, qu'on mettait des caméras dans leur cuisine, parce qu'ils ne font pas exactement la même chose lorsqu'ils savent qu'il y a une caméra qui a été installée que lorsqu'il n'y a pas la caméra. Il l'oublie. Hein. Il oublie, oui, non, je sais qu'il oublie. Mais il y en a le que naturel 30. revient au galop. Mais je suis d'accord avec vous. Ce qui est important, c'est pas l'observateur, mais c'est qu'il y en a que 30. Donc soit on avait les 30 caméras, et là il y avait toute la diversité du vécu, soit on avait les 1000 personnes, mais là on est obligé de leur poser des questions très, très contraintes. Et là on bascule dans autre chose qui est Digital Mass Anthropology, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble de ces vécus en masse, avec la profondeur qualitative. Et j'ajouterais en fait qu'à partir de là, la démarche de conception, parce qu'on parle dans ce cas-là de conception de produit, devient une démarche qui met tellement d'humain au cœur de toute la démarche que l'humain transpire à travers le produit ou la solution, parce qu'on parle de solution à ce moment-là qu'on a créé. Et cette solution, la manière dont on l'a créée et avec l'humain au cœur, elle parle à l'utilisateur de telle manière qu'elle l'inspire beaucoup plus que celle d'à côté. Vous êtes beaucoup plus inspiré par Airbnb aujourd'hui parce que ça vous parle. Ils ont tout conçu en fonction de l'émotion que vous allez avoir à les utiliser. Oui, mais une des difficultés, en quelques mots, c'est que quand on crée, comment dans une entreprise telle que Seb, parce que changer les habitudes de travail, faire en sorte que... On n'a pas le choix, en fait. Oui, mais d'où ça vient? La décision d'un patron, parce que globalement, d'où ça vient? Oui, alors après, soit on arrive à être suffisamment nombreux et à produire en perruque, entre guillemets, des prototypes qui finissent par créer un effet waouh, et il faut mener le projet sans forcément trop l'exprimer, le mener jusqu'au bout et amener jusqu'à une preuve de concept avec un concept qui a été testé par des utilisateurs. On a dit, écoutez, la voix du consommateur, elle parle. Soit on fait ça comme ça, soit on a effectivement une direction générale qui a... Et je pense qu'aujourd'hui, c'est assez répandu, en tout cas, moi, tous ceux que je croise aujourd'hui, dans tous les groupes que j'ai croisés, ces cas, qui comprend que là, c'est définitif, on n'a pas le choix, il faut qu'on bouge. Et on s'y prend. La question, c'est plutôt comment on s'y prend. Voilà. Et il faut accepter. Tous les exemples que j'ai vus qui fonctionnent relativement bien, alors ce n'est pas des cas généraux, mais en général, ce qui fonctionne bien, c'est effectivement, comme je le disais, d'avoir une équipe pluridisciplinaire de l'entreprise, super important, qui connaissent l'histoire et les process et les habitudes, qui soient capables d'apporter aussi cette touche d'histoire de l'entreprise elle-même, du savoir-faire de l'entreprise, qui fait aussi sa légitimité. Et qui reste dans l'esprit des utilisateurs, cette équipe à laquelle on donne l'autonomie de produire des solutions qui changent la donne, à laquelle on donne la possibilité et le temps de le faire, de les mener jusqu'au bout, et aussi le droit de faire des erreurs. Et en général, si l'équipe a une bonne ambition de départ et un peu d'autonomie, il n'y a pas de raison qu'elle n'aboutisse pas, parce qu'en fait, on est tous payés aussi et câblés pour faire de la conception qui soit utile, efficace et qui plaise aux gens pour lesquels on conçoit. Ok, donc maintenant on a tout. Hein, j'ai bien compris, on est capable d'avoir toutes les infos qu'il faut pour découvrir les usages. On voit ce qu'on peut en faire avec un exemple concret chez Seb, mais finalement dans plein d'autres entreprises avec lesquelles tu es en contact aujourd'hui. Oui, puis après il y a une autre dimension aussi que je n'ai pas abordée, mais qui est après la dimension d'accepter de ce fait. Quand on a déjà commencé cette première démarche,
La deuxième qu'on accepte naturellement, c'est de s'ouvrir. Si on accepte qu'on ne sait pas ou qu'on ne sait pas faire ou qu'on ne va pas réussir à mener le truc jusqu'au bout, acceptons de nous ouvrir à des technologies, des partenariats, des startups, des spécialistes qui savent et qui, en travaillant intelligemment en partenariat, vont accepter aussi de faire un bout de chemin ensemble. On a fait, sans le savoir, un bout de chemin ensemble, parce que nous, on avait besoin d'insights dont on ne disposait pas, et donc on a fait appel à vous parce que vous les aviez. Et en fait, en faisant appel à vous par un intermédiaire qui était un chercheur, vous avez aussi, et on a développé des nouvelles manières d'analyser vos contenus qui vous ont servi, vous, par ailleurs. Et donc, on ne se connaissait pas, et on a fait un bout de chemin ensemble sur un projet qui a duré quoi ? 1 mois et demi. Voilà. 1 mois et demi, un problème, une ambition, l'envie mutuelle de réussir, et on y arrive. Du coup, Yoram, si j'ai bien compris ce qu'a dit Kevin, c'est que il faut trouver le bon usage. Alors peut-être que ta carte de visite, Nous, ça fait, c'est nous, qu'elle ça ne fait répond pas 5 aux ans. usages actuels. Donc, Nous, ça fait 5 ans. Et vous pensez bien qu'on a fait, on a tiré la pelote de laine un maximum. Donc nous, on n'a pas le choix. c'est quoi l'usage qui aujourd'hui permet de dire que ça marche ? Ah bah, l'usage, c'est les chiffres. C'est le fait qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs. Donc ça c'est une évidence. Mais la raison pour laquelle on est arrivé à ça, à dire qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas perçues. Et il n'y a que les clients qui nous les ont faites remonter. Il n'y a qu'un client qui peut vous faire remonter. Moi, le marketing, la seule chose que j'ai appris du marketing, alors moi, j'ai quitté l'école il y a 15 ans, mais le marketing, pour moi, ça se résumait en un mot, enfin en 2 mots. Consumer Insight. Alors, Consumer Insight, c'est intéressant parce que c'est ce que le consommateur a dans le ventre, mais qui n'arrive pas forcément à exprimer. Je pense qu'il y a les deux. Il y a ce qu'il arrive à exprimer qu'il faut absolument prendre en compte, et c'est vraiment l'esprit startup de dire, je me réveille le matin, si je ne suis pas challengé par un client, si personne me dit que ce que je fais c'est de la merde, j'avancerai pas. Je ne serai pas vraiment en rupture. Et il y a le Consumer Insight qui est ce que la personne n'avait pas en tête. Et en découvrant la proposition du marketeur, là, il se dit, bon sang, mais c'est bien sûr, une lessive qui lave du noir, mais oui, évidemment. Donc oui, on a fait évoluer le concept le plus possible. Et les deux dernières choses qu'on a mises en place font un carton alors que c'est tout con. Si je t'envoie mes coordonnées tout de suite, on discute et je me rends compte que tu es allemand, on discute en anglais, mais au moment de t'envoyer, on calque aucun usage nouveau, tout le monde s'est envoyé sa V-card depuis son téléphone avec le numéro de mobile ou le mail. Donc là, c'est le même nombre de clics. Je clique sur ma carte online, je m'apprête à l'envoyer, sauf que quand je l'envoie, je crée une histoire. Je m'assure qu'en cas de mise à jour future, la personne pourra recevoir à nouveau de mes news. Et donc, quand je te l'envoie, je décide de la langue dans laquelle je te l'envoie. Et ça, pour marquer ton esprit, c'est exceptionnel. Et on a fait ça nous a pris, je sais pas, une nuit, on était à New York, on disait mince, il y a des gens qui viennent de partout, sur l'événement pour lequel on faisait des badges ultimes, du coup, c'est le badge qui faisait office de carte de visite à vie, donc c'était un cadeau. Ça aussi, en l'utilisant, en jouant avec, en proposant ça à des entreprises, c'est elles-mêmes qui nous ont dit, est-ce qu'on peut en offrir ? Parce que finalement, c'est tellement sobre, il suffirait qu'au dos, comme ici, il y a écrit Orange, on signe offert par Seb, et du coup, c'est un cadeau qui reste dans le portefeuille des gens. Donc ce sont en 5 ans, quand on est tout petit comme équipe, on n'a pas le choix que d'attendre que toutes les interactions que l'on a avec les gens qu'on rencontre, et que on n'a que 50 000 clients aujourd'hui payants, il est possible qu'on triple ou qu'on quadruple très vite grâce à Orange, et quelques autres grands comptes, et grâce à l'UGAP qui va nous ouvrir tous les marchés publics, c'est sûr que ça va aller vite. Mais si on n'avait pas eu tout ce temps-là, demander est-ce que ça vous va, est-ce qu'il manque pas quelque chose, changer les langues, j'ai pas besoin de créer un logiciel de traduction en live. On a juste préprogrammé en 50 langues avec les langues régionales, en créole, en basque, juste 3 phrases. Bonjour, vous trouverez en pièce jointe de cet email ma V-card enregistrée en un clic. En cas de mise à jour, vous recevrez un nouvel email. Cliquez ici si vous ne le souhaitez pas. Et le footer, tout en bas de l'email, est écrit en anglais pour que la personne ne me réponde pas en allemand, ce qui serait ridicule pour moi. Donc on est obligé de se focaliser sur le seul usage dit et non dit par le client. Et donc on voit une start-up, bien sûr, le circuit est court, on va dire. C'est simple par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure dans une entreprise industrielle. Je pense qu'on pourra peut-être après répondre aux questions. C'est le grand écart. Là-dessus, mais une start-up, c'est en mode survie. Mais d'où l'équipe projet.
Exactement. Bien sûr. Et Tous tous les grands projets, groupes aujourd'hui on disent. recrée en fait l'esprit start-up là où. Mais d'où comme je maintiens, moi je travaille aussi dans un grand groupe, la difficulté dans des grands groupes et donc même si maintenant aujourd'hui c'est mûr, d'ailleurs. Voilà, après, on touche du doigt effectivement ce que vous disiez, hein, qui est que après, pour changer, parce qu'il y a un moment ou un autre où ça nécessite effectivement de passer à l'étape suivante, qui est de changer les usages. Et là, on ne peut pas non plus modifier totalement le comportement naturel de toute une entreprise. Ça, Alors pour terminer un peu cette partie-là, Denis, donc en étant donc, un fournisseur de services pour les marketeurs, hein, on l'a bien compris, et du coup en même temps donc en devant travailler pour les usages de ces marketeurs, mais en même temps de leurs clients finaux. Donc comment vous appréhendez tout ça? Quelques exemples un peu concrets de ce que vous avez fait avec des clients et comment vous voyez cette problématique des usages. Bah, il y a plein de choses qui ont été dites. Une des choses essentielles, c'est clair que c'est la compréhension de ce que l'utilisateur va en faire et la mise à la place de l'utilisateur. Après, c'est aussi la créativité qui va permettre d'appréhender à un moment donné différentes technologies ou différentes sommes de technologies pour répondre à un besoin. Je pense par exemple à Renault aujourd'hui, donc qui est un très très gros client Adobe, puisqu'ils ont acheté toute l'intégralité de la plateforme digital marketing chez nous. Donc ils gèrent leur contenu, ils gèrent les analytiques, le social, le targeting, ils gèrent tout ça. L'idée c'est aussi d'adapter les devices mobiles dans le parcours client et dans le parcours métier, les deux. Donc aujourd'hui ils utilisent cette plateforme avec leur véhicule connecté, par exemple, pour pouvoir avoir à distance, pouvoir régler la température de son véhicule avant qu'on arrive dedans, avoir la pression des pneus, savoir combien d'autonomie il reste, pouvoir avoir le kilométrage de la voiture pour savoir dans combien de temps sera l'entretien, le cas échéant, aller mettre des offres ciblées pour dire bah voilà, votre entretien approche, prenez rendez-vous directement, proposer d'autres produits éventuellement, l'hiver approche, les chaînes pour votre véhicule, vous pouvez les avoir à tel ou tel prix, peu importe, donc pousser l'info promotionnelle, mais aussi s'inscrire dans le parcours client d'une autre manière. Donc par exemple, ils utilisent un de nos produits pour faire la promotion de leur véhicule. Ce produit, c'est du catalogue, hein, pur et dur, c'est de la brochure véhicule comme on la connaît de manière traditionnelle, sauf que là, elle est numérique. L'idée, c'est qu'au travers de ces outils-là, on va comprendre la géolocalisation, ça c'est la première chose, on va comprendre le comportement, on va voir la récurrence, ce qui permet la récurrence de l'avenue, ce qui va permettre de quelque part déterminer où l'utilisateur en est dans son cycle d'achat pour lui proposer des call to action spécifiques à ce moment-là, qui sont mesurables. C'est ça la grosse nouveauté, c'est que tout est mesurable. Avant, tout ce qu'on faisait, il y avait très très peu de choses qui étaient mesurables. Donc du coup, le fait de pouvoir mesurer permet d'adapter quelque part en temps réel. Donc ça, c'est la première partie, c'est en phase de pré-achat. Une fois que la personne a acheté son véhicule, l'idée c'est de lui proposer, au lieu d'avoir le document de bord dans le véhicule comme on l'a d'habitude dans la boîte écran, c'est d'avoir ce document de bord aussi dans son application, ce qui va l'inciter à revenir dans cette application. Parce que c'est aussi tout l'enjeu. Quand on crée des contenus de marque, c'est d'arriver à faire télécharger et d'inciter à revenir. Ça fait partie de la maturité digitale. Et donc l'idée c'est d'accompagner quelque part cette application tout au long de la vie de la personne, du consommateur. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on fait. C'est clair que sur les applis mobiles, si on ne rentre pas dans les usages, enfin, on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, la majorité des applis mobiles, je ne sais pas vous, mais il y en a combien? 7-8% des applis téléchargées que les gens consultent régulièrement. Donc là aussi, on parle d'usage. Beaucoup moins. Oui. C'est beaucoup moins que ça. Alors, je suis un geek, alors tu me fais plaisir. Alors là, tu me fais plaisir. Non, on est sur du 1 pour 1000. Donc, voilà. En fait, juste pour rebondir 2 secondes là-dessus, parce que c'est important, je pense, si on fait une application mobile, en général, les marques, quand elles veulent faire une application mobile, il y a plusieurs niveaux de maturité. Le premier, et c'est toujours la question que moi je pose aux clients, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous voulez être sur mobile ? Là, déjà, ça permet de mesurer. Alors, c'est simplement parce qu'il faut y être, parce que c'est hype, parce que je veux faire du lead gen, parce que je veux générer du trafic sur mon site web, parce que je veux générer du trafic sur mon point de vente. Là, on commence à avoir des choses un peu plus intéressantes. La deuxième étape, donc en général, on crée l'appli. Ensuite, met un peu d'analytique quand c'est fait. Donc ça, c'est déjà un deuxième niveau. C'est la compréhension derrière de ce qui se fait. Ensuite, il y a la rétention et l'engagement. C'est comment je fais pour que la personne revienne constamment dans mon application.
Le 4e niveau, c'est comment je lui adresse du contenu qui va lui être personnalisé, comment est-ce que je lui adresse du contenu qui va être pertinent pour lui, qui va m'assurer aussi la rétention. Et puis le 5e pilier, c'est comment je vais utiliser le périphérique en lui-même dans tout ce qu'il est capable de donner. Donc la géolocalisation, l'usage du gyroscope, l'usage de la caméra, etc. L'usage des iBeacon en magasin. C'est comment aussi prolonger la vie de mon application quand la personne est par exemple sur un point de vente. Et donc voilà, c'est toutes ces choses-là auxquelles il faut penser. Je regarde le temps, on va devoir passer aux questions. Je ne sais pas si vous avez chacun... ou on répond aux questions, puis on fera un mot. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, tout ce qu'on vient de vous dire, on ne se l'est pas appliqué à nous. C'est-à-dire que pour une conférence comme ça, la prochaine fois, il faudrait qu'on ait un peu à l'avance vos profils, on les confie à Guillaume, il nous sort tout ce que vous faites, tout ce que vous aimez, et on aura adapté notre discours, non? C'est ça l'usage aussi, finalement. Hein, donc ce type d'atelier, voilà. Donc on le fait à l'envers. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle. Allez-y. Sinon, Guillaume va aller les chercher, il va les trouver, et après, on va les publier, les questions que vous ne voulez pas poser. Fermez votre compte Facebook. Non, Facebook, tu as dit que tu rentrais pas dans le privé. Mais Ça, c'est ce qu'il a dit. dans la partie publique. Est-ce que tu vois à travers tes lunettes? Est-ce que pour vous, c'est clair? Est-ce que vous êtes tous dans vos entreprises, vous avez déjà mis tout ça en œuvre? Allez-y. Donc, Yves Rinato, Intactile Design. Moi, je vois souvent la problématique. En fait, j'ai une couleur qui m'est donnée, qui est une couleur très marketing, en fait, derrière ça. La problématique de l'innovation et des usages, elle va devenir très compliquée, en fait, parce que les vrais usages nous sont invisibles en tant que concepteurs. Il y a effectivement des problématiques qualitatives, des problématiques quantitatives. C'était une grosse question qu'on posait aux gens d'Apple qui travaillaient sur iPhoto, en fait, derrière ça. Et ils disaient, mais on a essayé de mêler les usagers et une remontée des usages existants, mais pas d'invention. Il me dit, iPhoto a été inventé 7 ans avant la sortie de l'application. Et il a fallu faire autrement, quoi. Ils sont partis sur d'autres modèles derrière ça. Nous, souvent, quand on va convoquer des usagers dans un projet, ce qui va être difficile, en fait, c'est d'être attentif aux propositions qui sont faites. Souvent, elles sont complètement inattendues par rapport aux objectifs initiaux qui lancent le projet. Et ça devient difficile d'arriver à respecter l'invention qui est devant nous. Et souvent, on arrive à les faire devenir créatifs. Et donc, ils vont effectivement proposer des innovations de rupture. Et ça, c'est pas évident à gérer derrière ça. Derrière chose, il y a deux choses qui sont pas évidentes, en fait. C'est la notion qu'il faut faire entre utilisation, qui serait donc individuelle, d'usager, qui est collective derrière. Et quand on parle d'usager de manière collective, c'est pas des clients. C'est ça qui va devenir très compliqué derrière ça. C'est-à-dire qu'on va tomber sur des usages qui vont être présents et qui sont pas forcément, c'est pas forcément directement le client qui est derrière un usage. Je reprends toujours en Afrique les journaux qui sont lus par des centaines de personnes. Et il y a un truc qui n'existe pas chez nous, c'est les arbres à palabres. Ils mettent les journaux autour d'un arbre et ils louent le fait que les gens aillent lire les journaux, par exemple, derrière ça. Donc ça commence à... Et nous, dans notre quotidien, il y en a plein. Il y a plein d'usages transversifs de ce qui a été imaginé par les concepteurs. Et il faut en tenir compte. Merci. Du coup, on vient de me dire que, même si on a commencé un petit peu en retard, il faut qu'on laisse la salle. Donc, je voulais vous remercier. Là, sur le point que vous venez de dire, et puis pour conclure, c'est clair que innovation et usage, il faut écouter le consommateur, mais en même temps, il faut lui laisser voir ce que peut-être il ne sait pas. Toi, tu as dit ce qu'il a dans le ventre, et vous avez dit, finalement, en racontant l'anecdote d'iPhoto, que derrière, il pouvait imaginer ce que ça existait. Donc la difficulté, c'est comment on fait le mix entre ce que le consommateur veut et ce qu'il peut savoir exister pour lui. Et je pense que la prochaine fois qu'on fera une conférence sur ce thème, on n'en a pas beaucoup parlé là, mais on en reparlera,
parce qu'on rentre dans le monde des objets connectés, et là, je pense que les usages, on pourra les avoir beaucoup plus en temps réel, et peut-être que d'ailleurs, oula, ça risque de nous amener assez loin en termes d'individus. Voilà, merci beaucoup à tous, et merci à nos intervenants. Bonne fin Merci. d'après-midi.